Alors, je pense qu'on est prêt à commencer. Bonjour. Donc, je vais commencer par vous souhaiter tous et toutes la bienvenue à ce colloque intitulé « Tribunaux et médias, une relation sous tension ». Donc, je m'appelle Colette Brun, je suis professeure à l'Université Laval et directrice du Centre d'études sur les médias. Et donc, j'ai organisé ce colloque avec la collaboration de mes collègues Georges Adamia et Pierre Moreau. Donc, je vais vous parler un petit peu, 2 minutes rapidement, du projet Adage, qui est un grand projet de recherche, un grand chantier mené par Pierre Moreau. Donc, Adage, c'est Accès au droit et à la justice. C'est un grand projet sur la démocratisation de l'appareil judiciaire. Et il y a 20 chantiers là-dedans, je pense une 50aine de chercheurs, plusieurs dizaines d'étudiants gradués, dont certains sont avec nous aujourd'hui. Donc, le chantier Justice et médias fait partie de ces 20 chantiers. Et on a commencé officiellement il y a 1 an, mais on a déjà pas mal de pain sur la planche. Et je pense que ce colloque, c'est un peu une activité d'ouverture. On a déjà eu des rencontres avec les partenaires de ce projet de recherche, mais c'est une première activité, si on veut, publique de ce chantier, qui va durer en tout 7 ans, donc jusqu'en 2023, 2023, quelque chose comme ça. C'est loin, là. Je n'ai pas l'habitude de penser aussi loin dans le temps. Ça fait déjà 1 an, ça fait il me reste que 6 ans. Donc, Adage, c'est vraiment un pari très ambitieux, aussi très emballant. Je me sens personnellement très honorée de faire partie de cette équipe vraiment d'une qualité remarquable. Donc, notre chantier s'intéresse à la médiatisation de la justice au Québec. Il se fait très peu de recherche à ce sujet et il y a beaucoup à dire, beaucoup à faire, comme vous le savez, je pense, tous ici. Et notre programme, donc c'est un projet de recherche financé par le CRSH, le programme de partenariat. Donc, c'est vraiment un programme qui allie l'expertise des chercheurs de plusieurs disciplines, le droit, la communication, surtout ici, mais on a aussi d'autres expertises en sciences politiques, en criminologie, et aussi, bien sûr, l'expertise professionnelle des juges, des avocats, des journalistes et peut-être d'autres encore que j'aurais oublié. Donc, c'est très rare d'avoir ce genre de rencontre ici. Les gens qu'on a invités sont des gens très occupés et on est très heureux et on apprécie beaucoup la générosité des participants d'avoir accepté cette invitation. Je n'ai pour ma part aucun doute que les échanges vont être passionnants, fructueux. On va peut-être devoir vous retenir un peu parce qu'on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui. Je tiens quand même à remercier Pierre Moreau pour tout, d'avoir rendu tout ça possible. Et la coordonnatrice du projet Adage, Maya Cacheco, ainsi que nos auxiliaires donc, pour le projet, Adeline Desrochers et Philippe Dion. Merci beaucoup, on ne serait pas là sans vous. Donc, je ne dirai pas grand-chose pour l'instant sur le colloque lui-même parce que je dois me substituer en fait à Florian Sauvageau qui n'a pas pu être des nôtres ce matin. Il a des empêchements personnels, rien d'inquiétant, mais bon, il est très pris et on aurait peut-être dû, dans le fond, faire une vidéo, mais je vais faire plutôt, je vais être son ventriloque, si on veut. Alors, la plupart d'entre vous savez déjà que Florian est à la fois chercheur et journaliste et juriste. C'est le co-auteur avec David Terrace d'un ouvrage qui date quand même déjà d'une dizaine d'années qui s'appelle La Cour suprême et les médias, à qui le dernier mot? Et je crois que c'est probablement le dernier ouvrage. Bonjour, vous rentrez. Pas gêné. Prenez-vous une bouteille. Donc, cet ouvrage-là, on a repris le titre finalement en allocution. Alors je vais vous livrer, mais avant peut-être 2-3 mots d'intendance. Je vais vous demander à tous les participants de se passer le micro. On a une captation vidéo. La salle n'est pas très grande, mais on a une captation vidéo qui exige d'avoir le micro. Donc je vais vous demander d'utiliser toujours le micro quand vous intervenez. Les participants aussi, les conférenciers, si vous ne l'avez pas déjà fait, on a un formulaire de consentement pour la captation vidéo. Donc, on a besoin de votre signature. Et on a aussi, malheureusement, des bouteilles d'eau seulement pour les conférenciers. Les autres, vous allez devoir vous servir à l'extérieur ou
à l'abreuvoir parce que McGill a une politique, semble-t-il, écologique, là, donc on ne peut pas fournir des bouteilles d'eau jetables. Donc voilà, je vais enchaîner tout de suite avec l'intervention de Florian en essayant d'y mettre autant de verve que Florian peut le faire. Je ne peux être avec vous aujourd'hui et je le regrette. La relation entre la justice et le journalisme m'intéresse depuis une bonne 50aine d'années et j'aurais beaucoup aimé suivre vos discussions. À la fin des années 60, alors que je commençais à enseigner les droits et devoirs de l'information, le conflit présumé entre la liberté de la presse et le droit d'un accusé à un procès juste et équitable, Free Press versus Fair Trial, faisait aux États-Unis l'objet de nombreux débats et recherches qui alimentaient mes réflexions. J'aurais rappelé ces débats. Voici en bref ce que j'aurais aussi souhaité dire. Tribunaux et médias, une relation sous tension. C'est le thème de ce colloque brûlant d'actualité. Permettez-moi un bref retour en arrière et une citation. Les journaux ne sont satisfaits ni du droit qui les régit, ni de l'application qui en est faite. Ils se tiennent pour maltraités par une loi qui se refuse, ainsi qu'ils disent, à reconnaître le rôle de la presse dans la société, et par une jurisprudence qui restreint les prérogatives auxquelles ils prétendent. Ils aspirent en somme à plus de justice, ou plutôt à une justice particulière, qui serait propre à la presse, et qui comporterait pour elle plus de liberté, de privilèges et d'immunité, moins de contraintes, de responsabilités et de répression. Fin de la citation. Cette citation date de 1923, je ne sais pas s'il y en a qui la reconnaissent, d'un texte historique intitulé « De la liberté de la presse » d'Adjutor Rivard, donc avocat, linguiste, professeur et juge québécois. L'histoire bégait, dit-on, avec des nuances, bien entendu. J'aurais aussi rappelé, c'est toujours Florian qui parle, qu'en d'autres temps, il y a déjà eu suffisamment de journalistes en poste au Palais de justice, à Montréal et à Québec, pour qu'on y crée des associations de journalistes judiciaires, des tribunes de la presse, comme dans les parlements. L'historien Jocelyn Saint-Pierre raconte qu'à Québec, en 1955, cette galerie de la presse comptait 9 membres, qu'elle se donnait comme mandat, selon sa constitution, d'informer les lecteurs de ce qu'il en coûte à ceux qui violent la loi, et qu'elle aidait, ce faisant, l'autorité politique et civile. Déférence envers l'autorité oblige, cette tribune de la presse avait un président d'honneur, le solliciteur général du temps, Antoine Rivard, le fils d'Adjutor. C'est bien, hein, la leçon d'histoire, c'est très utile. Peut-on de nos jours imaginer la ministre de la Justice présidente d'honneur d'une association de chroniqueurs judiciaires? Si l'histoire bégaye, le monde et les temps changent. Le journalisme aussi. Voilà pour l'anecdote. Venons-en donc au sujet et à cette relation dite sous tension. J'avais intitulé ma présentation « À qui le dernier mot ?» C'est le sous-titre d'un ouvrage que nous avons publié il y a une dizaine d'années sur la Cour suprême et les médias. Nous y consacrons tout un chapitre à décrire la relation, le choc culturel entre la Cour et les journalistes et les médias, des institutions fort différentes et aux intérêts souvent divergents. Ainsi, les journalistes ont des échéances de plus en plus serrées, alors que les juges ont encore tout leur temps. C'était en 2006. Des décisions déterminantes au plan juridique, aux yeux des juges, sont souvent laissées de côté par les journalistes qui n'y trouvent pas les éléments dramatiques essentiels à une bonne histoire. Les arrêts sont mal interprétés, dramatisés, voire ridiculisés. Les juges sont évidemment loin d'être toujours satisfaits. Nous citons l'ex-juge en chef, Antonio Lamer, qui a déjà dit que certaines attaques risquaient de miner la confiance du public à l'égard du système judiciaire. La Cour, écrivions-nous, est à la merci des journalistes qui présentent les décisions au public et les interprètent à leur façon. Les journalistes ont en quelque sorte le dernier mot. Bref, l'autorité des tribunaux et la déférence des journalistes ne sont plus ce qu'elles étaient au siècle dernier. Le mauvais esprit, certainement pas moi, je n'oserais pas, pourrait parfois se demander si la déférence n'a pas changé de camp. Comme l'écrit dans son livre important « La presse et les tribunaux », l'un des maîtres du journalisme judiciaire, le regretté Rodolphe Morissette, il n'y a pas de mariage d'amour entre les tribunaux et les médias. Ce ne peut être qu'un mariage de raison. Par contre, dit-il à juste titre, presse et tribunaux sont unis. Pas de justice si elle n'est pas publique,
et pas de justice publique sans la presse. C'était en 1991, bien avant la poussée d'Internet et des réseaux sociaux, avant Twitter surtout, qui permet et en vient à imposer de tout savoir tout de suite. Comme en témoigne un état des lieux préparé dans le cadre du chantier Justice et médias, qui sera publié d'ici l'automne, c'est moi qui ajoute la publication, la Cour peut maintenant, comme cela se fait dans d'autres juridictions, communiquer directement avec le public, par Twitter ou autrement, sans s'embarrasser des journalistes, comme le fait quotidiennement Donald Trump. Cela ne saurait se faire, je crois, qu'avec une grande prudence et après de sérieuses réflexions, ou un autre colloque. Enfin, j'aurais conclu en citant un autre ancien chroniqueur judiciaire de grand talent, Yves Boisvert. Dans un texte du collectif Les journalistes paru en 2015, il décrit lui aussi l'opposition entre un monde médiatique qui va toujours plus vite et une justice qui vit dans un autre temps, à une autre époque, qui illustre ses traditions vestimentaires et des restes de latinisme. Mais il s'empresse d'ajouter et de préciser: plus fondamentalement, cependant, le temps auquel vit la justice est un autre temps, en ce sens que son travail est et doit être lent. Il faut y mettre plusieurs saisons. Mais cette lenteur, même raisonnable, est difficilement supportable d'un point de vue médiatique. Il faut reconnaître, comme le fait Boisvert, les différences et les oppositions entre les fonctions et les pratiques des médias et des tribunaux. On peut bien sûr chercher à diminuer les tensions, mais ne cherchons pas à trop rapprocher des institutions qui ont des rôles différents dans le processus démocratique. Les tensions et la distance sont inévitables, et je crois même qu'elles sont saines. Elles exigent aussi de part et d'autre un respect des différences. Mes excuses de ne pas être là, Florian Sauvageau. Donc on peut applaudir Florian. À défaut, on avait prévu une période de discussion. Évidemment, Florian n'est pas là pour répondre, puis je ne pourrais pas moi-même m'improviser je ne pourrais pas m'approprier, disons, tout ça. Mais dans le fond, on a une table ronde qui commence à 9h15. Je sais qu'il y en a d'entre vous qui avaient peut-être des choses. On peut peut-être commencer par un petit réchauffement. Je ne sais pas, Pierre, si tu veux. Je te mets un peu sur la sellette, là, ou si. Je pose la question, une question qui a du sens en sociologie, qui est le problème des statuts sociaux. C'est-à-dire qu'on est dans des sociétés, et particulièrement dans la société nord-américaine, où les rapports sont très égalitaires. En fait, si on compare ces rapports-là avec d'autres sociétés où moi j'ai œuvré, et puis où l'idée de hiérarchie, d'autorité, c'est une place très importante. Et dans les sociétés plus nord-américaines, il est clair que les relations prennent une autre forme. Le Québec est même un cas particulier de ça, là, où finalement on regarde les rapports entre les profs et les étudiants, qui sont les rapports que je connais le plus, mais également les rapports entre les différents acteurs sociaux qui finalement sont moins fondés sur une conception hiérarchique des rapports, et sur des rapports qui sont plus à égalité. Je pense qu'on peut considérer qu'au Québec, on honore cette idée-là d'une certaine façon, une simplicité de relation. Ça aide dans beaucoup d'aspects. Mais en même temps, s'il s'agit de parler de l'institution sociale ou de rôles sociaux, ça complique les choses parce que ça vient brouiller les pistes sur lesquelles une partie de ces rôles-là sont construits, qui sont en fait des références beaucoup plus anciennes de sociétés qui, elles, étaient beaucoup plus hiérarchisées. Je pense que le statut de juge et même le statut de journaliste, ça reste quand même deux statuts sociaux qui sont valorisés, parce que même si c'est des valorisations qui sont construites sur des logiques différentes, elles existent. Les journalistes, par exemple, sont des gens très visibles socialement, pour lesquels un certain respect existe du fait de cette visibilité dans une société où du spectacle aussi jusqu'à un certain point, c'est-à-dire où la présence publique est constituée ou est considérée comme une valeur en soi. Les journalistes aujourd'hui, ils représentent un peu plus qu'eux-mêmes d'une certaine façon. D'ailleurs, eux-mêmes se présentent comme les porteurs d'une certaine idée de la démocratie, de la transparence de l'information, d'un lieu où la délibération est possible au plan public, parce que l'information est la source de cette délibération-là dans une société. Et là, on se retrouve donc dans cette situation-là où les statuts finissent par s'accoter un l'autre d'une certaine façon. J'avais commenté ça il y a plusieurs années dans le cadre de l'arrêt Néron. C'est un arrêt où il y avait eu cette tension autour des questions des médias, des journalistes et des juges.
Et finalement, c'était la conclusion à laquelle j'arrivais. C'est que quelque chose a existé qui ne pourra plus se jouer de la même façon du côté de la magistrature, parce que le nombre des statuts et la diversité des statuts qui maintenant sont valorisés socialement s'est multiplié. Avant, les figures d'autorité étaient en nombre très restreint. Si on regarde dans une société comme la société québécoise, il y avait l'autorité politique, l'autorité religieuse, la magistrature, puis un certain nombre de figures notabilières, là, comme par exemple la figure de l'avocat, du notaire, toujours dans des questions du médecin. Je pense qu'aujourd'hui, le nombre des statuts qui sont considérés comme représentant quelque chose socialement a augmenté. Et les journalistes et les gens de la presse, maintenant, sont les titulaires d'un statut de ce type-là. Ça modifie un peu l'équilibre des rapports de force sociaux, si je peux le dire. À une certaine époque, je parlais avec Pierre Craig, dont le père était juge. Il est intéressant quand il en parle, parce qu'il dit, tu sais, dans les années 60, un juge pouvait faire à peu près n'importe quoi. Tu sais, c'était impossible de croire qu'on pouvait contester ou parler contre un juge. Aujourd'hui, les choses sont différentes et peut-être même inversées. Et il y a quelque chose d'un équilibre à créer là-dedans. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'un défi pour les sociétés qui, en même temps, valorisent l'espèce d'égalité des rapports des uns avec les autres. Quelque chose à réfléchir. À quelles conditions l'autorité peut être exercée. Ça peut être sur la base traditionnelle sur laquelle ça a toujours été. Et quelque chose, en fait, de plus qu'on attend des détenteurs de statuts sociaux. Et c'est vrai pour les journalistes aussi. Merci. Je me demandais aussi la question du temps qui est évoquée dans le texte de Florian, parce qu'en lisant ça, en disant que les juges ont tout leur temps, je pensais à l'arrêt Jordan, et je me disais peut-être que là, il y a peut-être un peu moins de temps, mais je ne sais pas si s'il y a des gens qui voudraient réagir. 30 mois, 18 mois. Oui, bien sûr. Ceux qui ne me connaissent pas, Stéphane Giroux, de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Moi, quand j'ai commencé à faire mes premiers palais de justice comme journaliste judiciaire, je me souviens, c'était en 90-91, à New Carlisle. Et puis, moi, je me souviens d'une époque où on a beau dire, bon, il y a une grosse différence, une séparation entre la justice et les médias, mais beaucoup de progrès qui s'est fait depuis 25 ans. Je l'ai constaté moi-même. Il y a 25 ans, je rentrais au palais de justice. Avoir une copie du rôle est un défi. Avoir un commentaire d'un avocat, qu'il soit de la couronne ou de la défense, c'est un défi. Je me souviens d'un avocat bien en vue de la région qui a été nommé à la magistrature pas longtemps après, qui m'avait dit si c'était juste de lui, il n'y en aurait pas de journaliste dans la salle de cour. C'était avant qu'il devienne juge. J'espère qu'il a fait ses devoirs après. Mais ce que je constate depuis 25 ans, c'est qu'il y a beaucoup plus de juges maintenant qui sont formés à la réalité des médias, qui comprennent les décisions de la Cour suprême. Il y en a évidemment qui continuent à dire si vous n'êtes pas content à l'en appel, mais il y a eu un progrès fabuleux. Je l'ai constaté moi-même. Même comparé à il y a 10 ans, je trouve qu'il y a plus d'ouverture maintenant. La magistrature a même un responsable des médias, quelque chose qu'on n'aurait jamais vu avant. C'est un progrès fabuleux. On peut avoir nos décisions en ligne beaucoup plus rapidement qu'avant, à cause de la technologie, à cause du bon vouloir de beaucoup de juges qui comprennent que maintenant, le nombre de fois que je suis rentré dans une salle de cour, le juge lit ou la juge lise leur jugement, puis à la fin, ils disent « OK, alors j'ai des copies pour les avocats, puis une bonne pile pour les journalistes aussi. » Il y a 25 ans, c'était inimaginable. Alors moi, je vous dis, il y a beaucoup de progrès qui s'est fait, et puis même si la profession de journaliste n'est plus ce qu'elle était, parce que les jobs disparaissent, on parlait tout à l'heure de tribunes de presse au palais de justice. Il y a 25 ans, on était une quinzaine à temps plein au palais de justice. Maintenant, une bonne journée au palais, on est 5 ou 6. C'est à cause de la disparition des médias. Alors, la transparence, elle a fait du progrès, même si les journalistes, eux autres, n'ont jamais autant arraché. C'était mon commentaire. Je suis d'accord avec... Je vais vous apporter le micro. Monsieur le juge, vous avez une bonne voix, mais on a une caméra. Là. Ils ont besoin de...
Bien, tout simplement pour dire que je suis d'accord avec ce que vient de mentionner M. Giroux. J'espère que je ne suis pas le juge, mais j'ai été nommé en 89. Fait que s'il a été nommé après que vous êtes arrivé au palais de justice à l'Au-Collège, ça ne va pas être moi, en tout cas. Mais tout ce que je veux dire, c'est que ça, c'est vrai. Mais la tension qui existe à l'heure actuelle, elle n'existe pas entre les tribunaux puis les médias traditionnels puis les journalistes professionnels. Elle existe entre les tribunaux puis les médias sociaux et ceux qui s'improvisent journalistes. Là, il y a une tension, là, puis je ne sais pas comment on va passer à travers cela, mais je sens que s'il y en a eu une tension, en tout cas moi, là, personnellement, là, j'ai jamais eu des relations tendues avec des journalistes. Je les rencontre souvent presque à tous les jours, puis je discute avec eux et elles, là, puis en tout cas, j'ai pas l'impression d'avoir eu des relations tendues. Mais là où ça devient de plus en plus complexe, il va falloir un jour s'interroger sur ça, puis voir de quelle façon on manœuvre dans ce champ de mine-là. L'utilisation des médias sociaux, puis les personnes, par exemple, un procès très médiatisé à Québec, le juge de Lille de la Cour d'appel, il y avait des gens qui menaient des sondages sur les médias sociaux pour savoir s'il devait être trouvé coupable ou non et de quel crime il devait être trouvé coupable. Et ça, là, ça crée toute une atmosphère puis un esprit, puis les juges réagissent face à ça aussi pour protéger les jurés, puis en tout cas, plusieurs autres facteurs. Mais ça, c'est quelque chose qui nous préoccupe à l'heure actuelle. Merci. Peut-être juste pour rebondir sur ce que Pierre disait tout à l'heure sur la question du statut, puis ça rejoint peut-être un peu votre propos. Moi, ce que je remarque, et c'est peut-être parce que ma formation de juriste qui fait qu'on a en général un grand respect pour la décision judiciaire, qu'on lit, qu'on décortique, j'ai l'impression de plus en plus que, et c'est les médias sociaux qui doivent contribuer à ça, que tout est question de point de vue, qu'il y a une espèce de relativité du point de vue, et que les juges émettent une opinion, au fond. Qu'on peut ne pas être d'accord avec et qu'on peut contester et on ne connaît pas le droit, mais on peut quand même s'improviser journaliste et tout d'un coup être sur le même pied que la décision d'un juge. Et ça, je trouve que c'est une nouvelle donnée. On n'avait pas ça il y a une dizaine d'années. Ça doit faire partie de la réflexion, cette relativité du point de vue et que tout devient de l'opinion, même si c'est un jugement de la Cour d'appel, par exemple. Oui, il y a la question de l'expertise du droit, puis aussi la question de simplement avoir entendu la preuve, d'avoir suivi tout simplement. Parce qu'il y a des réactions parfois qui sont pas très informées. Juste un bref commentaire sur les juges qui ont tout leur temps. Ça m'accroche un peu, parce qu'il y a peut-être là 20-25 ans, ceux qui espéraient être nommés à la magistrature voyaient peut-être ça comme le début d'une pré-retraite, mais maintenant, et depuis de nombreuses années, je pense qu'ils découvrent les soirées occupées, les fins de semaine occupées. Il faut prendre le temps de bien rendre la justice, mais c'est très exigeant et les juges n'ont pas l'impression qu'ils ont tout leur temps. En fait, tout leur temps, ils l'utilisent bien souvent pendant l'année judiciaire pour tenter de rendre des jugements dans des délais qui sont acceptables malgré le fardeau. Alors, ça, là, c'est moins vrai que ça peut être déjà été. Je vais transmettre le message à Florian. Merci. Je peux revenir sur la question des médias sociaux. Parce que je faisais partie des journalistes qui ont couvert le procès des Lille à Québec. Et ça a été pour nous un procès important parce que ça a été la première fois où les journalistes se sont mis ensemble et se sont dit essayons Twitter comme façon de communiquer parce que c'est plus fort que nous autres. Les médias changent. Les gens n'achètent plus les journaux. Les gens ne regardent plus les bulletins télévisés comme ils faisaient avant. Alors les gens vont sur les médias sociaux avec comme danger que n'importe qui peut être sur les médias sociaux, comme vous dites, se prétendre journaliste. Ici, à la FPGQ, évidemment, on a des critères pour décider qui peut être membre, qui ne peut pas être membre, mais la liberté de presse fait que n'importe qui peut dire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut.
Sauf que Twitter, c'est peut-être pas le même exemple, le meilleur exemple pour parler du danger des médias sociaux, parce que nous, ce qu'on a constaté, c'est qui est sur Twitter? Les journalistes, les célébrités, les gens qui veulent les suivre. Les vrais débats, souvent, se font sur Facebook. Et encore là, on trouve beaucoup d'imposteurs. Et puis, monsieur, tout à l'heure, parlait j'ai perdu mon fil, là, mais vous parliez du fait qu'il y avait eu beaucoup de... Bon, j'ai perdu mon fil, là. Revenez sur le point que vous étiez en train de dire, monsieur. Vous, il y a quelques minutes, là. Oui, ça, c'est pas juste en journalisme qu'on voit ça. Vous savez très bien qu'aux États-Unis, la moitié du monde pense encore que le réchauffement climatique, c'est un coup monté. On part de loin, tout le monde se pense expert en sciences, tout le monde se pense expert en droit, tout le monde se pense expert en médecine en disant que la médecine, ça marche pas, acheter mes pilules homéopathiques. C'est pas juste en journaliste, c'est dans tout. On fait face à un public qui est incrédule, qui ne croit plus à rien, qui ne sait plus faire la différence entre les vraies nouvelles, les fausses nouvelles, les mythes urbains, la réalité. On a beau écrire des textes fouillés dans lesquels on explique tout en détail, les gens disent « Ouais, on sait bien Québécois, ouais, on sait bien Jessica, ouais, on sait bien Radio-Canada. » Alors les gens réfléchissent comme ils veulent, ils viennent aux conclusions auxquelles ils veulent, puis nous, notre rôle là-dedans, c'est de faire dire, regardez, écoutez les professionnels, peut-être que les autres savent ce qu'ils font, savent ce qu'ils disent. Un des gros problèmes vient de là. Puis, pour la question des gens qui s'improvisent journalistes, vous savez, quand on a des réseaux d'information 24 heures, souvent on fait venir des invités, des commentateurs. Il y en a là-dedans, évidemment, qui sont là parce qu'ils n'étaient pas loin et ils étaient disponibles. L'expertise, des fois, je ne mettrais pas un vin là-dessus. Alors, tout ça crée une situation où le monde ne croit presque plus ce qu'ils disent, ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent. Et ça n'aide pas les tribunaux, malheureusement. Oui, je vais compléter ça sur la question des sciences, parce que c'est vrai que c'est un problème plus général. Et moi, quand j'étais président de l'ACFAS pendant plusieurs années, on avait cette difficulté-là. On constatait que la recherche menée sur des faits avérés, probants, avait pas plus de poids, en fait, que la plupart des informations qui circulent dans l'espace public. On s'en plaignait même au plan politique, et peut-être que Nico aussi pourrait s'en plaindre, c'est-à-dire que la plupart des lois, des règlements qui sont adoptés sont pas fondés, parce que sont rarement même fondés sur des faits avérés. Ils sont établis en réaction à une certaine demande publique ou à partir d'une impression ou parce qu'il y a un gain politique à faire. Et donc, même les lois, en fait, dans certains cas, les règlements ne sont pas construits sur une connaissance profonde de la réalité qu'on essaie de régir par ailleurs juridiquement. Et donc, on est en face d'un phénomène, je suis d'accord, qui est plus vaste, qui est le problème du statut de la vérité, si je peux dire, ou de la réalité. Et ça, c'est une difficulté, oui. Je dirais que pas seulement les sciences et le droit partage, mais sans doute beaucoup d'autres champs qui, dans le fond, sont construits sur une compétence réelle, construite sur de très nombreuses années, et puis qui finalement permettent d'être un peu informé de quelque chose ou d'être un peu certain d'une certaine chose de la justice, par exemple, telle qu'elle peut être véhiculée par les tribunaux. Mais c'est un immense problème, c'est un problème collectif. Parce que ça a des effets vraiment sur les politiques publiques, ça a des effets sur ce qui circule dans l'espace public, et ça a des effets sur les lois, sur les règlements aussi. Donc, il y a quelque chose à réfléchir. Maintenant, évidemment, il n'y a aucun secteur à l'abri, même en matière de justice. Par exemple, ce qu'on peut considérer comme de connaissance judiciaire, ça peut faire l'objet d'études. Parfois, on est surpris de voir sur quelle perspective, même certains juges peuvent décider parfois en disant je crois que tout le monde sait que, mais là, tout le monde sait que, peut-être que tout le monde ne sait pas que, peut-être qu'on peut. Et donc, c'est un problème qui est transversal et puis qui peut traverser à peu près toutes les sphères sociales. Mais c'est une vraie, vraie difficulté. Et elle vient un peu avec cette idée-là de l'égalité des statuts, de l'indifférence entre une décision fondée sur des critères précis et puis une opinion. Moi, je suis d'accord que là, on est en face d'un phénomène global et puis qui va toucher pas mal de sphères des rapports sociaux.